Radio Châtaigne. Radio Châtaigne. On est bien sur Radio Châtaigne. Pourriez-vous vivre sans ? Adrien vit sans portable depuis 4 ans. Sarah a décidé de se passer de compte bancaire l'an dernier et Tom n'a jamais conduit de voiture de sa vie. Qui sont ces personnes qui vivent ou essayent pendant une période donnée, par choix, de se passer d'un objet ou d'une norme de société ? Je suis allé à leur rencontre pour comprendre leurs motivations, leurs difficultés et les éventuels conseils qu'ils aimeraient vous transmettre. Bienvenue dans 100, le podcast qui parle de ceux et de celles qui ont décidé par choix de vivre sans. Pauvre malade. Mais qu'est-ce que t'as dans les yeux ? On est en train de se noyer, tu t'en aperçois même pas. On est en train de crever la bouche ouverte. Et lui, à quoi il pense, danser ? Imbécile. Et tu crois quand même pas que je vais danser avec un mec comme toi ? T'es nul, inexistant. Tout ce que tu sais faire, c'est me dévorer du regard avec tes yeux de cocker. Je tiendrais pas à l'idée de te casser le cul 5 minutes pour nous sortir de notre mouscaille. Faut que tu te tires, Antoine, puisque tu sers à rien. Je préfère encore me démerder toute seule. Casse-toi, fous le camp, j'ai pas besoin d'un incapable dans mes jambes. Tu portes la poisse, tu fous le bourdon, termine ta limonade et débile. Dans un monde où les opinions s'expriment souvent à coups de jugement et de critiques acerbes, déchirant des couples, provoquant des rapports de force au travail ou entre amis, jusqu'à parfois même déclencher des guerres, est-il vraiment possible de communiquer autrement ? Nous avons pour la plupart été élevés avec un langage qui nous pousse à étiqueter, catégoriser, porter des jugements, plutôt qu'à prendre conscience de nos sentiments et nos besoins et de les exprimer. Delphine et Daniel, eux, ont décidé de s'émanciper de ce langage et de la violence qui en découle en apprenant à en composer un autre, plus juste, dans le remplissage de leurs besoins. Un langage dénué de critiques et de jugements moralisateurs. Bonjour vous deux, et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Rémi, c'est avec plaisir. Avant de commencer, je tenais à vous le dire. Lors de la préparation de ce podcast, je me suis rendu compte à quel point je vous jugeais dans mon fort intérieur. Votre démarche m'a renvoyé à ma propre pensée qui, je l'ai vue, est loin d'être exemple de jugement et de critique. Je me suis donc posé énormément de questions à ce sujet et certaines restent encore en suspens. Je suis donc très curieux d'en savoir davantage sur votre démarche. Quel a été le point de départ ? Comment vous est venue cette envie de changer votre façon de communiquer ? Donc ça a commencé en 2013. En fait, on s'est rencontrés en 2011. Et après 1 an et demi, 2 ans, on trouvait qu'on avait on avait pas mal de conflits, de frictions, bien plus que ce qu'on voulait. Et on a découvert la CNV, la communication consciente et bienveillante. Okay. Et on a commencé à l'apprendre. Et après coup, après de l'entraînement, on a trouvé qu'en fait, ça améliorait vraiment nos vies. Okay. En 6 mois, on a vu que notre relation pouvait vraiment durer sur le long terme et que c'était vraiment jouable en appliquant la CNV. Ok, en à peine 6 mois, vous avez vu déjà des changements opérés. Ouais, très important, oui. Okay. On était à fond, hein. On en faisait tous les jours et tout ça. Mais oui, en 6 mois, oui. Et donc depuis, on a avancé de plus en plus. Voilà, on est toujours en chemin parce qu'on n'arrive jamais à nos objectifs finaux. On peut toujours aller plus loin. J'imagine. Mais oui, voilà. Ok, justement, vous voulez nous parler peut-être un peu de votre démarche pour y arriver ? Oui, donc on a appris auprès de Marshall Rosenberg, Thomas Dansbourg. On est très autodidacte. On a vraiment fait beaucoup par nous-mêmes, en regardant des vidéos, des conférences, en lisant, et puis aussi en s'entraînant beaucoup à l'écrit, à l'oral, en faisant des exercices. Ok, vous pouvez préciser qui est Marshall Rosenberg ? Oui, tout à fait. C'est le fondateur de la communication non violente. Ok. Et Thomas Dansbourg, c'est un thérapeute belge, qui est qui connaît bien la communication non violente et qui est très spécialisé dans la communication, la psychologie de manière générale. Ok, donc c'est grâce à ces personnes que vous êtes formés, grâce à leurs conférences, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Oui, leurs livres aussi, okay. C'est ça, des vidéos, des conférences et des sites internet en plus. Une partie des ressources étaient en anglais. On a trouvé qu'il y a un peu plus
de livres et d'informations en anglais aujourd'hui qu'en français, mais le livre de Marshall est bien traduit en français. Et donc, on espère, nous, dans les années à venir, contribuer à rendre plus disponibles des connaissances sur la CNV en français. Voilà, aussi, on a appris auprès de Marianne, qui a une chaîne Cup of Empathy, donc tasse d'empathie. Ok, une chaîne YouTube. Chaîne YouTube. Ouais. Okay. Pardon, moi j'ai pas précisé. Et qui a fait énormément de vidéos, qui est formatrice et qui pour nous est très inspirante. Je me demande comment on fait pour se dire, on voudrait améliorer notre communication. Donc à partir de là, vous vous êtes dit, on va se former. On va lire des livres, on va avoir des conférences. Et après, tu as parlé que vous vous entraîniez entre vous. Oui. Ouais, c'est ça. C'est donc, ça. Vas-y. On avait chacun notre cahier et on travaillait sur des exercices, par exemple, de traduire des jugements ou critiques en observation et en plus, en observation, sentiment, besoin, demande, le processus recommandé par la CNV, mais de le faire de façon de plus en plus fluide et rapide et spontanée. D'accord. Parce qu'au début, ça commence un peu mécaniquement, c'est-à-dire très consciemment. Et c'est moins fluide, moins rapide, moins aisé. Mais on a développé une aisance en faisant ces exercices. Oui, et puis prendre conscience des 140 besoins universels humains. Ça a été vraiment une clé pour nous, qui nous a vraiment ouvert des portes, aussi bien dans notre communication, mais aussi dans nos choix de vie, pour faire des choix de vie beaucoup plus ciblés et qui, au final, nous rendent beaucoup plus joyeux. Parce qu'on descend au niveau des besoins, on ne reste pas qu'au niveau des stratégies. Et donc, ça nous permet de faire mieux notre chemin, je dirais, qui remplit mieux nos besoins. Je comprends. Là, j'ai l'impression que vous nous parlez de la CNV, du coup, de la communication non violente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi elle consiste ? Tu as parlé de certaines choses qui sont fondamentales dans la CNV. Vous pouvez peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'est la CNV ? Je peux commencer. Oui. Succinctement. Je dirais il y a des connaissances de base dans la psychologie, donc ce que c'est un besoin universel, aussi de connaître la liste, pas forcément de pouvoir réciter par cœur, mais de les discerner chez soi et de les discerner chez les autres, et puis aussi d'avoir un grand vocabulaire de sentiments pour pouvoir les discerner chez nous et chez les autres pour nous aider à identifier les besoins qui sont remplis ou pas remplis à un moment donné. Donc ça, c'est la base de la psychologie. Et ensuite, il y a son application dans la CNV, c'est-à-dire après des études et beaucoup d'expériences professionnelles, Marshall Rosenberg a développé des propositions de structure et de principes pour s'exprimer et aussi écouter les autres d'une façon qui facilite les relations et améliore le remplissage des besoins des deux parties. Et j'ajouterais que la CNV, c'est pas qu'un type de communication, c'est vraiment, je dirais, une reprogrammation de notre façon de percevoir les choses. Si on veut aller jusque-là, on peut aller jusque-là, je veux dire. Et donc, plutôt que de voir les choses, par exemple, avec on pourrait dire des lunettes de jugement, en fait, on les voit plutôt avec les besoins. Et donc, du coup, d'être dans une démarche beaucoup plus connectante vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Voilà. Je me demandais, là, vous décrivez la CNV. La CNV a été la méthode que vous avez choisie pour éviter de rentrer dans le jugement et dans la critique au quotidien. Comment vous avez trouvé la CNV Comment vous êtes dit, on va prendre cette méthode-là comme la plus efficace qu'on ait trouvée ? Est-ce que vous avez cherché d'autres méthodes avant ? Ou est-ce que vous avez trouvé directement la CNV et ça a été celle qui vous a paru la plus cohérente ? C'était convaincant, très convaincant au début. Et puis, avec nos expériences pendant les premiers mois, quand on commençait à l'appliquer dans notre relation, dans les mêmes situations qui auraient pu déclencher un conflit avant, on le faisait consciemment, lentement, mais ensemble, et on avait des résultats remarquables. Au lieu d'un conflit, on finissait en larmes de joie dans les bras de l'autre, avec plein d'amour, et on s'est dit, waouh, on n'a jamais vu quelque chose qui marche comme ça.
Donc, ça nous Ok. demande d'appliquer vraiment les principes de la CNV et pas se planter avec des petites choses des petites incompréhensions qu'on pourrait voir par rapport à la CNV, mais quand c'est appliqué dans les règles de l'art, on était bluffé par son efficacité et c'était convaincant et séduisant. Et donc, on s'est dit, wow, on veut vraiment mettre ça au cœur de notre relation et nos relations avec les autres. Et donc, en plus, avec les connaissances en psychologie et des inspirations de Thomas Donsbourg, ça nous a emmené à cheminer personnellement et trouver que notre vie actuelle près de Paris ne convenait plus en fait et nous a lancé sur notre chemin. Tu as parlé de 6 mois tout à l'heure pour voir les premiers effets de la CNV dans votre façon de communiquer. Et je me demandais combien de temps ça a pris pour vous sentir pleinement en accord finalement en adéquation avec ce que vous recherchiez. Je dirais que ce qui est en adéquation avec ce qu'on cherche, c'est le fait d'être sur le chemin. Très bien. Donc, bonne réponse. Donc après, on a, c'est clair, beaucoup évolué au fil des années. Quoi dire, je dirais, quand on a commencé à développer la danse des besoins et tout ça, à ce moment-là, à peu près, je pense qu'on était un peu arrivé à déjà une étape où on était vraiment content. Ouais. Donc, je dirais peut-être quelques années après, quelque chose comme ça, 3 ans, je sais pas si je lance un chiffre. Oui, j'allais ajouter une petite précision. Je pense qu'on a vu les premiers résultats convaincants et après, disons 2 à 3 mois. Donc, c'était plus rapide. Très bien. Et puis, après 6 mois, on avait une telle confiance que notre relation était durable et stable pour la vie. Petite précision. Puis après ça, c'est vrai, donc, après plusieurs années d'études et d'entraînement, on a de façon spontanée commencé à développer des outils qu'on ne trouvait pas. Et donc, ça veut dire, par exemple, la danse des besoins, c'est une façon de prendre des décisions à plusieurs sans conflit. Avec 0 opposition. Il n'y a pas d'opposition de départ. Parce que Marshall propose de descendre au niveau des besoins, etc. Mais là, avec ce qu'on a développé, on part des besoins tout de suite. Donc, en fait, on ne parle même pas de stratégie avant, on parle directement des besoins universels. D'accord. Et ensuite, ensemble, quand on sait, par exemple, s'il y a 2 personnes qui discutent, ils savent chacun quels sont les besoins universels que chacun des 2 veut remplir. Et ensemble, ils co-créent une stratégie commune pour remplir les besoins des 2. Voilà. Et on a appliqué avec beaucoup de succès pendant les rénovations de notre maison, alors que les rénovations sont un sujet qui peut déchirer des couples. Puis, je mentionne quelques autres outils, par exemple. La pacification seule et la pacification mutuelle, c'est une technique qui permet à quelqu'un, disons seul, la pacification seule, si on est en détresse, on a des besoins vraiment pas remplis, ce qui engendre des sentiments désagréable et ça nous prend de travailler de façon méthodique pour revenir à un état d'être pacifié et calme et disponible pour régler un souci dans un couple, dans une relation ou autre chose dans la vie. Il y a aussi la pacification mutuelle qui est faite à 2. Par exemple, s'il y a un conflit entre 2 personnes, la démarche avance de façon méthodique. Je ne vais pas plonger dans les détails maintenant, mais depuis l'état de conflit jusqu'à un état de pacification des 2 personnes. Donc aimant et calme et comme avant le conflit, on pourrait dire. Voilà. Quand tu dis pacifier, c'est ça que je voulais préciser. Il y a aussi le bain d'amour qu'on utilise, qu'on a développé, je veux dire. Donc en fait, si je comprends bien, vous avez ajouter vos propres méthodes à la méthode de la CNV pour en fait arriver à remplir pleinement vos besoins de communication saine. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle OCCSBD, c'est disons une évolution de la démarche proposée par la CNV où on exprime observation, sentiment, besoin, demande, donc OSBD.
Pour y aller doucement, donc observation. Ouais. Donc, par exemple, si tu donnes un exemple. Oui, Oui. bien sûr. Quand tu es arrivé à 9h30 ce matin au travail, alors que on commence le travail à 9h. Donc là, c'était l'observation. C'était J'observe que tu l'observation. es arrivé à 9h30 au lieu de 9h, Ouais. Sans jugement. sans jugement, juste une observation avec Puis, qui on est. sentiment, par exemple, je me sens inquiet. Donc, ensuite, besoin, parce que j'ai besoin de rassurance et confiance que le projet qu'on essaie de terminer aujourd'hui pour notre client sera terminé à temps. Donc, maintenant, demande. Oui, la dernière demande. chose, la demande. Ouais. Est-ce que ça te dirait de travailler avec moi et l'équipe pendant le même nombre d'heures aujourd'hui en prenant compte du fait que tu as commencé le travail à 9h30. Donc, c'est une demande négociable, ce n'est pas une exigence. Ok, Et puis, c'est le début de la danse des besoins. c'est ça. L'autre Donc là, peut ça dire- commence. Oui, ça me va bien, aucun problème. Ou l'autre dit, ah oui, mais Hmm. non. Et donc, on commence à travailler pour trouver une solution, une stratégie qui remplit les besoins des deux parties. Et j'ai l'impression que du coup, vous avez développé encore une méthode plus approfondie qui s'appelle pas OSBD. mais- Ouais, donc, après l'observation, on insère compréhension Hmm. et compassion. Ça peut être bienveillance ou compassion selon la situation. Ok. Donc, avec cette technique qu'on utilise entre nous, et on a trouvé que c'est encore plus facile d'entendre les besoins non remplis de notre partenaire ou de quelqu'un d'autre que juste simplement OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. Donc, quand l'autre nous parle et dit « Je comprends que tu avais une journée fatiguée au travail, fatigante au travail, et tu as juste envie de te reposer et te détendre, je comprends tellement. Je regrette pour toi que le bus était en retard pour ton retour. Je sais que c'est stressant et désagréable et ça caille dehors, ou je sais pas quoi. Hmm. » Après ça, on insère vraiment cette empathie, cette Cette compréhension. bienveillance et compassion. L'autre, c'est vachement agréable de l'entendre, et puis on est vraiment disponible pour entendre la suite de l'autre personne qui dit par contre, en fait, je me sens en détresse ou quelque chose, j'arrive pas à faire toutes les tâches que je voudrais à la maison avant, je sais pas, de se coucher, je ne sais pas. J'invente un peu maintenant, Ok, mais c'est ouais. juste pour dire, on a développé cette extension, cette évolution qu'on trouve encore plus facile à entendre quand l'autre a des besoins non remplis et des sentiments désagréables. Ok, donc ça, c'est vous qui l'avez mis en place en plus. Donc, stimuler en fait cette empathie envers l'autre. Ok, Ouais. c'est intéressant de voir que vous êtes basé sur la CNV et ensuite vous avez adapté cette méthode-là avec vos propres méthodes pour compléter ça. Ouais. Et je me demandais comment vous vous sentiez lorsque vous viviez avec ces jugements, avec ces critiques. Beaucoup plus, je dirais, en détresse, plus souvent triste. J'avais mon besoin de compassion pour moi-même, estime de soi qui était beaucoup moins remplie. Ok. Parce que aussi, ce qu'on ne dit pas souvent, enfin, ce qui vient un peu moins vite à l'esprit, mais c'est à quel point la CNV, on l'utilise vis-à-vis de soi. Donc, avoir beaucoup de compassion, bienveillance vis-à-vis de soi, une grande connexion à soi, à ce qu'on ressent, à ses besoins, etc. Donc, moi, ça m'a énormément aidée. Et puis, sinon, aussi, j'étais beaucoup plus en détresse et inquiète par rapport à notre relation. Parce que, on était au début, etc. Et on ne savait pas si ça allait continuer. Donc, ouais, je dirais principalement ça. Ouais, pareil pour moi. Quand vous avez commencé à utiliser cette méthode, qu'est-ce que ça a induit chez vous? Qu'est-ce que ça a fait changer au niveau de vos sensations? Beaucoup plus de paix intérieure, beaucoup plus d'estime et d'amour de soi. Donc plus de sérénité, plus de joie. Et puis par rapport à notre relation, beaucoup plus de confiance. Et de confiance et je dirais de sécurité affective, en sachant que oui, on va réussir. Une confiance en fait dans l'avenir, dans votre l'avenir relation. à deux, voilà. Pareil pour toi, Daniel? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais, moins d'irritation.
par rapport à des choses hors de mon contrôle, plus de sérénité, parce qu'on contrôle très peu dans la vie ce qui se passe dans le monde, je veux dire. Donc, le fait de pouvoir me pacifier par rapport à ça et quand même trouver le moyen de mener une vie avec beaucoup de joie et de sens, malgré les choses qu'on voit dans le monde qui peuvent être... on pourrait perdre l'espoir et devenir relativement pessimiste et triste. Ce qui peut couper la motivation d'agir concrètement et vraiment apporter des changements et contribuer au monde. Donc, si je comprends bien, toi, tu n'as pas tous ces sentiments-là. Tu arrives à avoir cette joie de pouvoir contribuer au monde. Ou au moins, je dirais, ça l'aide beaucoup à gérer quand il y a des sentiments de tristesse ou d'inquiétude ou de se sentir impuissant ou de choses comme ça, de pouvoir faire une pacification, s'exprimer de la compréhension, de la compassion et en gros se recentrer et refocaliser, faire un centrage par exemple aussi sur nos vies et le pouvoir d'action qu'on a. Enfin bref, voilà. Donc là, on dévie un tout petit peu, mais je veux dire, oui, c'est plus l'outil que ça l'outil, bien sûr, oui, bien sûr. Et du coup, j'ai l'impression que cette méthode, vous l'utilisez beaucoup dans votre couple. Est-ce que vous pensez que la CNV est, je sais pas, est-ce que c'est plus facile à l'utiliser entre deux personnes qui ont l'habitude de s'en servir ? Je dirais que c'est vraiment très, très, très utile. Enfin, ça m'est très, très, très utile si je suis face à quelqu'un qui ne la connaît pas du tout. Et plus les situations sont difficiles, plus ça m'est utile. Donc, et plus ça m'aide. Après ça, oui, clairement, à deux, quand l'autre personne en face de nous l'utilise et tout ça, ça remplit encore plus nos besoins parce que c'est encore plus aisé, plus fluide. J'imagine. Et voilà. Ça facilite un peu le travail mental de discerner et traduire dans sa tête des sentiments et besoins de l'autre quand ce n'est pas exprimé très clairement. On peut avoir du mal à voir à l'intérieur de l'autre ce qui se passe, et donc quand l'autre le dit très clairement, c'est plus facile. On n'a pas à commencer à lire entre les lignes et commencer à deviner ce qui se passe chez l'autre. C'est un peu plus facile. Je comprends. Ouais. Surtout que j'ai l'impression que vous avez commencé à vous former en même temps et ensemble. Du coup, ça doit aussi donner une force, j'imagine, de pouvoir faire ça à deux, de s'entraider. Et de s'auto-motiver, s'entre-motiver. C'est ça. Et oui, j'imagine. Et surtout que je pense que on est tellement programmé dans notre langage que ça doit être intéressant d'avoir quelqu'un au quotidien qui puisse nous dire clair. Attention, là j'observe qu'il y a des jugements dans ton message ou des critiques. Et aussi ce que j'ai trouvé au début qui était vraiment pas aisé, c'était d'être entouré en permanence au travail et tout ça par des gens qui utilisent les jugements, les critiques, reproches, les valorisations, etc. Et de ne pas être influencé par ça. Quand on est soi-même en train de monter la courbe d'apprentissage et de faire un grand effort, et puis on entend à longueur de journée, pendant des heures de travail, à fond, des jugements, critiques, reproches, des valorisations, et on est là, oh waouh, je rentre chez moi, et comment je vais faire maintenant pour juste gommer tout ça et... Bien sûr, parce qu'en fait, c'est ça qui peut être perturbant peut-être dans cette méthode. C'est une fois que quand tu es baigné dans un environnement qui n'utilise pas cette méthode, ça t'amène finalement toujours à entendre un langage qui n'est pas celui que tu veux utiliser. Ouais. Du coup, j'imagine au travail, ça doit être vraiment quelque chose de pas forcément évident en fonction de ton travail, évidemment, et des gens que tu côtoies dans ton travail. Ouais, c'était pas évident au démarrage. Au démarrage, Je dirais aujourd'hui, non, ça va. Ouais, ça va. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va ? Qu'est-ce qui a changé ? Je pense que c'est parce qu'en fait, j'ai passé assez de temps à me reprogrammer en n'utilisant pas les jugements et les critiques, que quand je suis face à des gens qui l'utilisent, je me mets en mode, enfin j'essaye, j'arrive pas à 100%, mais j'essaie de me mettre en mode écoute oreille de girafe. Donc ça veut dire que je vais essayer d'écouter les sentiments et besoins chez cette personne à la place des jugements, par exemple, ou critiques. Est-ce que tu peux juste nous expliquer le mot girafe ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas comprendre ce mot s'il apparaît juste comme ça au milieu d'une phrase. Les oreilles de girafe en CNV. Je vous laisse compléter. Si juste pour mettre du contexte. J'apprécie ça. Donc, le girafe, c'est le symbole utilisé par Marshall Rosenberg par rapport
à l'utilisation de la CNV. Donc, à la fois l'expression et l'écoute de l'autre. Donc, c'est toujours centré sur les besoins et sentiments. Et donc, quand on écoute avec des oreilles de girafe, ça veut dire qu'on est en train d'appliquer très consciemment l'écoute active et la traduction dans notre tête des éventuels jugements ou reproches. Voilà, donc ça nous permet d'entendre absolument tout et n'importe quoi, absolument n'importe quel mot. On peut les entendre sans être touché ou blessé soi-même. On voit juste un humain en face de nous qui est en train de s'exprimer comme il peut. Comme il peut, ouais. Donc ça veut dire qu'on cautionne non plus ce qui est en train d'être dit. C'est juste on écoute. C'est ça, si juste ça. On écoute et on se connecte à ses sentiments et besoins. Donc, on n'est pas voyant, on ne voit pas dans l'esprit de quelqu'un. Mais avec l'habitude, on arrive quand même à deviner beaucoup. Et puis sinon, on peut demander pour avoir des précisions. Mais... Maintenant qu'on a cette précision, est-ce que tu te souviens de la phrase que tu étais en train de dire quand je t'ai coupé Ce qui va être peut-être plus difficile. Ouh là là. Non, pas comme ça. Oh, c'est pas grave, on n'est pas obligé de. Ouais, de donc reprendre. c'était écoute, oreille de girafe. En tout cas, tu nous parlais de la difficulté tout à l'heure de justement peut-être employer cette méthode au début quand tu étais au travail. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés que vous avez rencontrées lors de l'utilisation de cette méthode ? Je dirais une chose qui nous a troublés au début, et on voit un peu souvent, c'est quand on commence à comprendre les besoins et les sentiments beaucoup mieux. Notre éducation et toute la société autour de nous utilise des faux besoins et des faux sentiments, et ça nous embrouille énormément tant qu'on n'arrive pas au niveau où ça devient très clair dans notre tête et on ne fait plus cette confusion. Donc, disons, un sentiment serait « je me sens triste ». Un faux sentiment, c'est « je me sens abandonné, je me sens trahi ». En fait, quand je dis « je me sens trahi », ça veut dire « tu me trahis ». Quand je dis « je me sens abandonné », ça veut dire « tu m'abandonnes ». Ça, c'est une évaluation. Si on est dans une telle situation, on pourrait se sentir triste, inquiète, blessé, éventuellement, par exemple. Ce sont des vrais sentiments. Okay. Puis pour un besoin serait j'ai besoin de paix, ou de confort, ou de joie, ou de rassurance. Mais un faux besoin, c'est l'utilisation du mot besoin avant une stratégie. Donc, j'ai besoin d'aller faire les courses aujourd'hui, ou j'ai besoin que tu ranges ta chambre, ou j'ai besoin que tu termines ce rapport avant la fin de la journée. Oui, en fait, là, on dit j'ai besoin, mais on exprime une stratégie. C'est ça, là, c'est une stratégie. Du coup, j'ai besoin que tu termines le rapport avant la fin de la journée. On est dans la stratégie. C'est ça. Alors que, par exemple, le besoin qui serait derrière pourrait être j'ai besoin d'efficacité, ou j'ai besoin de faire bon usage de mon temps. Mais voilà, au début, pour nous, c'était vraiment, on avait vraiment en fait à regarder la liste des 140 besoins universels humains, environ, et de s'y référer pour être sûr de nommer vraiment des besoins et pas des stratégies déguisées en besoins. D'ailleurs, cette liste de 140 besoins que nous avons établi à partir des livres sur la CNV, le livre de Marshall et des cahiers d'exercices en CNV, est disponible sur notre site internet pour les gens. Donc, c'est www.laforêtjardinier.com. C'est dans la base de connaissances et c'est la liste de besoins universels. Il y a aussi une liste de sentiments, des sentiments qui sont agréables et désagréables. Donc, pour aider tout le monde à développer un vocabulaire plus poussé et nuancé par rapport à ce qu'ils ressentent. J'imagine que ça doit être pratique d'avoir cette liste sous les yeux quand on veut justement se former à cette méthode et jusqu'au temps où on arrive à les intégrer finalement et pouvoir les exprimer plus facilement. Oui. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais la CNV a la vie dure. Et elle extracte de nombreux clichés. J'en ai glané ça et là quelques exemples et je me demandais si vous seriez OK de nous donner votre opinion dessus de façon assez brève. Oui. Donc j'ai entendu, la CNV n'autorise à montrer que des sentiments agréables. Exit la colère ou la tristesse. Donc je dirais qu'en fait, au contraire, la CNV invite à se connecter à tous ces sentiments, qu'ils soient agréables ou désagréables.
et qu'en fait, les sentiments sont un peu comme des voyants sur un tableau de bord, par exemple d'une voiture, d'un avion, et vont nous permettre de trouver les besoins qui sont derrière, les besoins universels qui ne sont pas remplis, et donc de faciliter le remplissage des besoins. Donc je dirais, dans mon expérience, au contraire, je dirais les sentiments désagréables, la tristesse, l'irritabilité, tous les sentiments désagréables, au contraire, sont vraiment pleinement vécus et ça nous permet de trouver nos besoins. Et donc, du coup, de trouver des stratégies ensuite pour les remplir. Voilà. Ouais, c'est très utile, c'est très important de discerner les sentiments désagréables chez nous. Et donc, la tristesse et la colère sont très précieuses, en fait. La CNV exige de garder le contrôle en toutes circonstances. Elle ne permet aucune spontanéité. Je peux comprendre au début, quand on commence à étudier la CNV, et on essaie de suivre le processus d'observation, sentiments, besoins et demandes, on pourrait trouver ça un peu rigide. Je comprends bien. L'ordre et ces parties de l'expression sont importantes, mais avec le temps, ça devient très fluide et très dynamique et spontané. Donc, on peut avoir beaucoup de motivation de suivre le processus et les conseils de la CNV parce qu'on connaît les bénéfices. Mais je ne dirais pas que ça nous empêche la spontanéité. Et avec le vocabulaire très développé en besoins et sentiments, en fait, on arrive à exprimer de façon très spontanée, très fluide, tout ce qui est très vivant en nous, ce qui permet une connexion très forte avec notre interlocuteur. Et aussi, on peut l'appliquer de façon plus ou moins visible. C'est-à-dire que on peut le faire de façon très visible, mais on peut le faire de façon complètement invisible aussi. Donc, il y a plein de nuances. Donc, voilà, je dirais on peut vraiment s'appuyer dessus un peu en toutes circonstances. Ouais, voilà. La CNV, c'est culpabilisant. Je commence. Ok, je dirais la CNV nous invite à avoir beaucoup de compréhension et compassion pour soi-même. Et donc, il n'y a pas de culpabilité. En fait, la CNV, il n'y a pas de culpabilité dans la CNV. La culpabilité vient d'une perception de ce qu'on a fait serait mal. Et donc, vu comme ce type de jugement moralisateur n'existe pas dans la CNV, on est simplement connecté à nos sentiments et besoins, ce qui est vivant en nous, donc il n'y a pas de culpabilité en fait. Et j'imagine que c'est peut-être des gens justement qui commencent à utiliser la méthode et du coup il peut y avoir une mauvaise interprétation de comment utiliser la méthode et il peut y avoir ce genre de culpabilisation après ensuite. Quand on est en train de démarrer, on peut avoir l'impression de l'appliquer et en fait s'auto-juger de façon relativement discrète et sournoise et s'auto-dévaloriser et ouais voilà, du coup se culpabiliser. Oui, la culpabilité vient vraiment de la société dans laquelle on est né. Donc, ça déborde un peu dans la CNV, alors que la CNV essaie de l'enlever. Un autre cliché, ça serait que la CNV, ça ne marche pas toujours. Ça dépend aussi de l'autre qu'on a en face. Donc, on en parlait un peu tout à l'heure. Peut-être que tu peux compléter. Oui. Donc, comme ça, j'ai pas si tu as quelque chose qui te vient, vas-y. Oui, donc, la CNV peut s'appliquer à soi-même et aux autres. Donc, envers soi-même, c'est toujours très précieux d'avoir cette connexion et ne pas utiliser de la violence psychologique contre soi-même ou même physique. Mais avec quelqu'un d'autre, c'est toujours plus facile d'écouter tout ce que l'autre a à dire avec les oreilles de girafe qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire juste en étant connectant à leurs sentiments et besoins, et juste écoutant l'humain devant nous. Dans ce cas-là, c'est toujours bénéfique. Peu importe si l'autre personne l'utilise ou pas, même les propos les plus difficiles à entendre, c'est toujours bénéfique d'appliquer l'écoute en CNV pour gérer en fait l'échange. Est-ce que vous pensez que la CNV c'est chronophage, ça prend du temps? On m'a souvent dit ça comme phrase.
Donc, je dirais, quand on démarre et qu'on est en train de l'apprendre, puis se reprogrammer avec, etc., ça demande un investissement de temps et d'énergie. Donc, on peut le voir comme chronophage. Après ça, nous, vu les bénéfices qu'on en a retirés, mais on le referait à 100%. Enfin, je veux dire, on est tellement contents. Donc voilà, ce que je pense, quelque chose qui serait intéressant dans l'absolu, ce serait si les gens pouvaient avoir des exemples très concrets de scènes de la vie courante, par exemple, en CNV, purement en CNV, pour donner le sens, l'envie, avant de faire l'effort, pour de voir si ça vaut l'effort. C'est-à-dire de pouvoir voir, OK, une vie en CNV, qu'est-ce que ça donnerait ? D'accord. En fait, peut-être ça manque d'exemples. Ça manque, oui, je trouve, absolument. Vous avez remarqué ça, oui? Oui, on a cherché en français et en anglais sur Internet, des vidéos, etc. Il y a des exemples, mais on revient très souvent à un exemple qui va montrer une conversation sans CNV et puis traduite en CNV, mais souvent un petit peu rigide, observation, sentiment, besoin, demande un peu rigide. Alors que quelque chose qu'on a très envie de faire en fait dans les années à venir, c'est de nous filmer dans des scènes de la vie courante où c'est que la CNV. Et que comme ça, on puisse voir... En fait, c'est comme une langue étrangère. Quand on apprend une langue étrangère, on l'apprend très bien quand on va dans le pays et qu'on est entouré par des gens qui parlent maternellement la langue. Tout à fait. Et donc là, avec la CNV, on pourrait faire la même chose. On pourrait de pouvoir montrer qu'est-ce que ça donne quand c'est vraiment appliqué. Et donc, à quoi on dit oui si on fait l'effort de l'apprendre. Et d'utiliser cette méthode. Oui, c'est ça. Ah, intéressant. On ira sur votre site internet pour voir ça prochainement. Pour clôturer cette série de clichés à propos de la CNV, j'aimerais savoir si vous avez remarqué des limites à cette méthode. Quand on réfléchit, on a rencontré des limites de l'espace-temps, c'est-à-dire de temps et de l'énergie d'une personne. On n'a pas un temps ou énergie infinie. On a rencontré des limites de la communication, c'est-à-dire, pas avec la CNV, juste les limites de communication. On ne peut pas lire dans les pensées des autres. Et si on ne partage pas une langue, on galère à communiquer, même s'il y a d'autres moyens de communiquer. Mais on n'a pas trouvé de limites avec la CNV. Ok, vous avez même augmenté la méthode en proposant votre propre méthode dans cette méthode. Oui, voilà, des outils supplémentaires. C'est des outils supplémentaires. Ouais, et je dirais que ça réduit les limitations de langage qu'on avait avant, en fait. C'est-à-dire ça a augmenté nos possibilités d'échange et de compréhension de nous-mêmes et des autres par rapport à ce qu'on vivait avant. Là, on parle de toutes les pensées qui vont vers l'extérieur, donc la matérialisation de la pensée par la parole, mais est-ce que votre pensée intérieure, elle est toujours teintée de pensées moralisatrices ? Donc, l'objectif, c'est que non. Et je dirais que dans 95% des cas, non. Parce que c'est vraiment ça qu'on voulait, c'était vraiment se reprogrammer intérieurement et pas être dans une traduction. C'est ça. Ne pas penser... on ne veut pas être dans le fait de penser un jugement et puis on va le traduire. Du coup, non, on est vraiment dans une démarche de reprogrammer en nous. Et que ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense. Après, voilà, il y a dans des situations les plus difficiles, etc., ça nous arrive de pas faire ce qu'on voudrait. Et voilà, mais c'est vraiment ça l'intention. Et puis, des fois, si on travaille sur ce qui s'est passé après à froid, on peut arriver à 100%. C'est juste à chaud dans les situations les plus difficiles. On fait de notre mieux et on continue le chemin pour apprendre et se perfectionner. Mais bon, on est humain après tout. Et c'est ça. Et on se reprogramme. C'est ça. C'est le temps d'avoir une reprogrammation de votre langage intérieur, en fait. Ce qui, j'imagine, est très difficile. Par contre, ce que je trouve que j'aime beaucoup, auquel j'aime beaucoup penser, c'est autant c'est clair que ça demande vraiment un effort de se reprogrammer avec la CNV quand on a appris à penser autrement. Autant si on l'apprenait depuis l'enfance, en fait, ce serait aussi aisé de parler la CNV que de parler la communication standard qu'on connaît aujourd'hui avec jugement critique, etc. Ça serait un peu un rêve pour vous. Ça serait l'idéal dans ce monde. Je dirais, si on décide d'avoir un enfant, on aurait envie de donner ce cadeau à l'enfant, de pouvoir mener sa vie en pleine conscience émotionnelle. Et
en évitant de saboter par inadvertance le remplissage de ses besoins, ce qui ferait qu'il aurait plus de sentiments désagréables s'il sabotait le remplissage de ses besoins. Donc, c'est vraiment par bienveillance envers l'enfant et tout le monde qu'on partage ce qu'on a trouvé, ce que les autres développent en parallèle. Ça donne envie, en tout cas, d'entendre plus de gens parler de cette façon-là. Comment ont réagi vos proches face à votre changement de communication? Donc, je dirais beaucoup aujourd'hui, après un certain temps, ne savent pas qu'on utilise la CNV. Enfin, voilà, donc ne se rendent pas forcément compte, en fait. Ça veut dire que c'est assez subtil pour pas qu'ils s'en rendent compte. Oui. Après ça, au début, quand on apprenait que c'était beaucoup moins aisé, on a aussi utilisé des faux sentiments, des faux besoins. On a fait des exigences déguisées en demandes, mais c'était des exigences. Enfin bref, voilà. Et donc, du coup, on a eu des réactions un peu de rejet ou de remise en question du processus. Voilà. Mais en fait, ce n'était pas le processus qui était à remettre en question, c'était notre habilité à l'utiliser. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment. En fait, si c'est pas nickel appliqué, certaines personnes vont remettre en question le processus, alors qu'en fait, c'est la personne qui l'utilise, qui l'applique pas de façon optimale. Et c'est tout à fait compréhensible parce que c'est une grande reprogrammation et voilà. Qui peut être longue et pas forcément évidente dès le premier abord, quoi. Ça marche pas en claquant des doigts, quoi. C'est ça. C'est ça. J'imagine bien. Et justement, comment vous vous positionnez lorsque vous côtoyez quelqu'un qui est dans la critique et le jugement moralisateur? Comment vous arrivez à... Ce qu'on fait souvent, c'est on fait les oreilles de girafe. Donc, et là, ça marche bien. Oui, on se connecte aux sentiments et besoins de la personne et on exprime de la compréhension, compassion. Si par exemple la personne vit des sentiments désagréables, a des besoins pas remplis, souvent on va se mettre en mode écoute et compréhension, compassion, se connecter aux besoins de l'autre. Et en fait, voilà, là, ça se passe... Ça se passe plutôt bien. Oui. Donc, il n'y a pas un point de non-retour. Est-ce que vous faites jamais le choix, par exemple, de couper des liens quand ça remplit vraiment pas vos besoins, quand ces liens-là, finalement, tout le monde pourrait remplir certains de vos besoins? Ouais, c'est vraiment pas lié à la CNV, disons. Le fait que quelqu'un utilise la CNV ou pas va rien changer par rapport à notre... au fait de les côtoyer ou d'être avec eux ou je sais quoi. Non, c'est juste comme pour tout le monde. Si on a vraiment que c'est difficile d'être en relation avec une certaine personne, oui, ça peut arriver, mais voilà, c'est pas du tout lié, en aucun cas lié à la CNV, quoi. Ouais. Question un peu piège. Ouais. Est-ce que c'est bien ou mal d'avoir des jugements moralisateurs? En fait, le vocabulaire de bien ou mal, on l'utilise plus, en fait, on ne pense plus. Oui. Donc, c'est un peu marrant comme question, mais donc, j'allais dire que quand on comprend le mécanisme qui fait que des jugements moralisateurs ou des critiques pourraient faire en sorte que on vit plus de sentiments désagréables parce qu'on a plus de besoins non remplis, on voit le piège quand on s'exprime de cette façon et puis après, on est moins content, moins heureux, moins joyeux. On se dit, waouh, mais il n'y a pas une autre façon de faire comme ça. Donc, quand on comprend le mécanisme et on commence à voir, mince, c'est vrai que des fois, je sabote le remplissage de mes besoins. On est très motivé pour arrêter de le faire. Donc, il n'y a pas de jugement lié à ça. Qu'est-ce qui, selon vous, faciliterait votre quotidien lors de vos interactions avec d'autres personnes? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui vous aiderait, en plus de cette méthode de la CNV? Je ne sais pas. Non, j'ai pas quelque chose comme ça qui me vient. Ok, donc la CNV est vraiment la méthode qui vous convient, en plus des outils que vous avez... Ça me fait penser à AA. Oui. Donc, ça vient plus de Thomas Donsbourg. Vite fait, AA, c'est de vraiment assurer qu'on cherche toujours à remplir nos besoins et les besoins de l'autre en face. C'est toujours AA, c'est pas soit, c'est pas écraser l'autre. Oui, je pense, par défaut, dans la société, on veut être... on veut
par défaut faire et, mais on a appris que quand il y a une interaction en opposition, qu'on entre en soit. Et là, l'intention de rester en et dans toute situation, en se connectant à nos besoins et aux besoins de l'autre, en fait, au niveau des besoins, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de conflit. Et c'est qu'au niveau des stratégies. Et quand on a compris ça, en fait, du coup, c'est vraiment très, très clair que il y a deux stratégies en collision. On descend au niveau des besoins. Au niveau des besoins, il n'y a pas de conflit. OK, maintenant qu'on sait les besoins des deux, on trouve une stratégie commune pour remplir les besoins des deux. Et hop, c'est réglé. Oui. Finalement, ça paraît si compliqué que ça. Hein. Oui. Comment imagineriez-vous votre futur par rapport à cette démarche ? Est-ce que vous, j'ai l'impression que c'est un fil rouge, un conducteur dans votre vie. J'imagine que vous n'avez pas envie de l'arrêter. Non, ce serait une forte dégradation de notre qualité de vie, de revenir comme on pensait et parlait avant. Donc, dans le futur, on prévoit de proposer des ateliers et des formations en CNV dans le cadre de notre projet La Forêt Jardinée. Super. On ira sur votre site internet alors pour voir toutes les infos des prochains stages. Pour terminer, j'aimerais savoir juste 3 choses. Est-ce que vous avez déjà un autre 100 dans votre vie ? Est-ce que vous avez un autre projet de vivre sans dans le futur ? Et une chose dont vous ne vivriez sans pour rien au monde ? Donc, on vit déjà sans électricité du réseau. Ok. Sans voiture. Ok. Et sans patron. Puis, tu veux faire d'autres ? Oui, dans le futur, on est en train de mettre en place notre forêt jardin qui va fournir toute notre alimentation. Donc, ça va être sans l'achat de nourriture. Et puis, moi, la première chose qui m'est arrivée, quelque chose que je pourrais faire sans pour rien au monde, c'est sans Daniel, sans notre relation, sans la conscientisation des besoins universels et la qualité de vie que ça nous apporte. Oh, mais c'est exactement ça pour moi aussi. Génial, ça applaudit dans le public, c'est beau, c'est beau. Merci beaucoup à vous deux. Vous venez peut-être de citer les futures thématiques des prochains épisodes de 100. En tout cas, merci de votre partage d'expérience. Merci à Yul et Geoffrey pour le son, évidemment. Merci aux ondes de Radio Châtaigne. Merci beaucoup, Rémi. Oui, avec grand plaisir de vous avoir interviewé. On se donne rendez-vous du coup dans 2 mois, parce que le mois prochain, je ne serai pas là, pour un autre épisode de 100, le podcast de ceux et de celles qui ont décidé par choix de vivre sans.